بینندگان عزیز سلام بر شما. در دهمین سالگرد کودتای نافرجام علیه مقاومت ایران و حمله به اقامتگاه رئیس جمهور برگزیده مقاومت در پاریس و دیگر اماکن ایرانیان مخالف رژیم گفتگویی داریم با آقای ژان پیر بکه، شهردار شهر اوورسورواز. آقای بکه خیلی تشکر میکنم از این فرصتی که به ما دادید که بتونیم نزد شما بیایم و این گفتگو رو با شما داشته باشیم. فکر میکنم اولین چیزی که بینندگان ما حتما علاقه دارن بشنون این هست که در اون روز 17 ژوئن در سال 2003 وقتی که شما اولا که چطور مطلع شدید از اتفاقی که در شهرتون افتاده بود و اولین واکنش‌های شخص خودتون چی بود؟ Oh, je m'en souviens comme si c'était hier. Ça s'est passé à 6 heures du matin, tout juste. C'est monsieur le préfet du Val d'Oise qui m'a téléphoné, qui m'a réveillé, puisque je dormais encore, et qui m'a dit, monsieur le maire, je vous informe que le gouvernement a décidé de mener une action de police dans la rue des Gores en direction de la résistance iranienne. J'ai dit, mais de quoi s'agit-il? Pourquoi? Etc. Il m'a dit, je ne peux pas vous en dire beaucoup plus. Et le coup de fil a été très court, et à peine avais-je raccroché mon téléphone que j'entendais un hélicoptère au-dessus de la maison, et j'ai compris tout de suite ce qui se passait. Donc j'en ai un souvenir comme si c'était hier, et c'était il y a 10 ans. اولین فرصت کی به محل رسیدین؟ چه صحنه دیدین و چه اقدامات کردین؟ Alors j'ai vu surtout les forces de police qui étaient massivement présentes au bout de la rue des Gores. J'ai demandé à pouvoir me diriger vers la résidence de la rue des Gores et on m'a interdit le passage. J'ai rappelé aux représentants des gendarmes que j'étais le maire et que le maire peut circuler sur l'ensemble de sa commune. Ce qu'on m'a interdit, et donc j'ai rappelé le préfet pour me plaindre très directement en disant que c'était absolument inadmissible, et j'ai demandé au préfet, est-ce qu'il y a des choses que je ne dois pas voir? Pourquoi m'interdit-on de circuler dans la rue des Gores? در رابطه با رسانه‌ها و اعلام موضع خودتون در این رابطه چند ساعت بعد از این اتفاق اولین موضع گیریتون انجام دادین؟ Oh, tout de suite, je crois que c'est le soir même ou le lendemain, beaucoup de journalistes étaient présents, et j'ai pu m'adresser à eux pour leur dire que cette opération me semblait extrêmement louche, que je connaissais la résistance iranienne depuis longtemps et que c'était peine perdue de chercher des armes ici, puisque c'était le motif annoncé, on cherchait des armes. J'ai dit, il est impossible qu'il y ait des armes ici, puisque la résistance iranienne est protégée par les forces de l'ordre depuis de nombreuses années, donc aucune arme n'a pu rentrer, c'était absolument impossible. Et j'ai dit que ça me semblait cacher quelque chose, ou c'était une opération de diversion, ou c'était une opération qui cachait quelque chose d'autre qui se passait sûrement dans la relation entre la France et l'Iran. Je ne savais pas encore à ce moment-là quoi, mais je pressentais que ça cachait quelque chose. آقای بکه حتما توی اون 2 هفته‌ای که این اتفاقات در اوورسورواز میافتاد واکنش‌های موافق و مخالف چه در مردم شهرتون، چه در حزبتون و چه در دولت فرانسه بود. شما چگونه با اینها مواجه می‌شدید؟ Bien sûr, la grève de la faim, moi, elle m'inquiétait parce qu'en plus, en juin 2003, il faisait très chaud, très chaud, et les gens qui ne s'alimentaient pas risquaient pour leur vie. Et moi-même, j'étais un peu inquiet sur la santé d'un certain nombre d'amis iraniens qui étaient en grève de la faim. J'ai dit que bien sûr, il fallait protester, que naturellement, je partageais le souci de protester contre les arrestations qui avaient eu lieu et qui me paraissaient absolument scandaleuses. Beaucoup d'ailleurs ont été libérés tout de suite. Sur les 150, je crois, seul restait une quinzaine environ qui étaient toujours gardés, dont Mariam Radjavi, dont Saleh Radjavi. Mais les autres avaient été libérés tout de suite parce qu'on voyait bien qu'il n'y avait rien, naturellement. Et moi, je m'inquiétais pour la santé des gens. Donc c'est vrai que je partageais le combat, j'étais là, chaque jour je passais, mais je prônais surtout le fait que personne ne se mette en danger, que la vie devait être préservée pour les résistants iraniens. آقای بکه من اون روزها هر روز در مقابل اوورسورواز برای تلویزیون مقاومت گزارش تهیه می‌کردم و شاهد بودم که شما غیر از موضع‌گیری اولیتون مستمر در اونجا حاضر می‌شدین، اعلام حمایت می‌کردین همراه با مردم و همسایه‌های اون محله و همچنین همراه با شخصیت‌های از حزب سوسیالیست. چرا تصمیم گرفتید روز به روز بیشتر حمایت خودتون ابراز کنید از این مقاومت؟
Mon soutien était immédiat et total. Ça m'a paru une profonde injustice ce qui arrivait à la résistance iranienne, donc je n'ai pas eu de mal à être tout de suite présent, ainsi que mon équipe municipale, mes adjoints, les élus étaient tous là à mes côtés. Et ce qui m'a frappé, c'est la population, qui est quand même une large partie de la population venait spontanément apporter des couvertures, apporter de l'eau, apporter des choses. Et j'ai senti quand même qu'une bonne partie des habitants, tout à fait spontanément, ont pris fait et cause pour la résistance iranienne. Et effectivement, beaucoup de personnalités sont venues, certaines simplement par la presse, ils l'ont appris, d'autres par des contacts que nous avons pu avoir. Et c'est vrai qu'on a eu la présence de Daniel Mitterrand et de beaucoup d'autres qui étaient là. C'était vraiment très touchant de voir autant de personnalités venir apporter le soutien aux grévistes de la faim et à la résistance iranienne. آیا مشخصا از طرف دولت فرانسه تحت فشار بودین که به این حمایتاتون توقف بزنید؟ Non, non, je n'ai eu aucune pression. J'ai su par des journalistes que le gouvernement était très irrité à l'époque, M. Sarkozy entre autres, qui était le ministre de l'Intérieur, était très irrité par ma position, notamment quand j'ai dit que ça cachait quelque chose et que c'était une opération à la fois de communication et pour masquer d'autres choses. On a appris après les accords économiques qui se signaient, mais donc il était irrité. Mais j'avais dit d'ailleurs à un journaliste, si M. Sarkozy n'est pas content, pourquoi est-ce qu'il ne m'appelle pas directement pour m'en parler? Mais je n'ai eu aucun appel et aucune pression directe ou indirecte du gouvernement. Non, non. وقتی که سردبیر قبلی ژنرال دیماش کتابی منتشر کرد و فاش کرد که این یک معامله بوده بین دولت فرانسه و رژیم حاکم بر ایران، چه احساسی داشتید وقتی که پشت صحنه این حمله و این کودتا رو فهمیدید؟ Oui, quand j'ai découvert ces écrits, ça a conforté et confirmé ce que je pensais à l'époque. Je sentais bien qu'il y avait quelque chose, il n'y avait pas tous les éléments, mais le livre a bien démontré qu'il y avait un marchandage avec le régime iranien qui portait à la fois sur le pétrole et sur l'automobile. Et c'est ce marchandage-là, je n'en connaissais pas les termes évidemment, 17 juin 2003, mais on sentait bien qu'il y avait quelque chose derrière, et naturellement c'était un prétexte, c'était un gage donné au régime iranien, mais dire qu'on trouverait des armes à Auvers, évidemment, j'étais persuadé que jamais on en trouverait. Et d'ailleurs, on a bien vu, il a fallu des années pour arriver à un non-lieu, mais effectivement, on a bien vu que toute cette procédure s'est effondrée, il n'y avait rien. Je l'ai dit dès le premier jour, j'ai dit dès le premier jour qu'on ne trouverait rien et qu'il n'y aurait rien. آقای ژان پیر بکی، از 2003 به بعد شما یکی از حامیان بسیار نزدیک خانم مریم رجبی و مقاومت ایران شدید. در این سالیان که از نزدیک با مقاومت ایران بودید، این جنبش رو چگونه یافتید؟ Alors, je trouve que après 2003, les choses ont un peu changé. Avant 2003, la résistance iranienne était une très grande discrétion. Il y avait un travail qui était fait dans les bureaux, mais peu d'habitants connaissaient, etc. Après 2003, et je crois compte tenu de la solidarité de la population, des liens se sont renforcés entre les habitants et la résistance iranienne. Donc ça a changé un petit peu les choses et vous avez été beaucoup plus présent dans la ville et vous avez noué des relations avec beaucoup d'habitants à la suite de cela. Donc je dirais, vous avez réussi à la fois à mieux faire connaître vos objectifs et à mieux informer les habitants de vos objectifs, de la manière dont vous combattiez démocratiquement le régime iranien. اینطور که من شنیدم در سالهای قبل زمانی که آقای مسعود رجبی در این اقامتگاه مستقر بودند هم وقتی که حمله علیه ایشون صورت گرفت از این مقاومت حمایت کردید. آیا این درسته و چه خاطری از اون زمان دارید؟ J'ai des souvenirs depuis le premier jour parce que dès 1981, en réalité, comme je connaissais bien le docteur Radjavi, j'ai tout de suite compris ce qui se passait et alors à l'époque je n'étais pas maire et mon prédécesseur lui était plutôt contre la résistance iranienne. J'ai par exemple le souvenir que la municipalité de droite de l'époque ici avait organisé une manifestation contre les Iraniens. Et moi je m'y étais opposé d'ailleurs, on retrouve d'ailleurs dans les archives, la télévision régionale était venue ici, on retrouve une interview d'un jeune conseiller municipal d'opposition que j'étais, qui dit que la manifestation de la municipalité est très dangereuse, elle incite plutôt au racisme, elle incite à rejeter la résistance iranienne, et moi j'expliquais qu'effectivement
ce régime tourne en dictature, qu'il est très dangereux et que je comprends les objectifs de ceux qui s'y opposent, donc de la résistance iranienne. آقای بکی در این 9 سالی که شما در گرد همایی سالیانه مقاومت و در دیگر برنامه‌های مقاومت شرکت کردید و جمعیت حاضر و شخصیت‌های مختلف رو که شرکت داشتن دیدین، به نظرتون پروسه‌ای که مقاومت ایران طی کرده و پیشرفتش چگونه بوده؟ D'abord, moi je veux saluer tous les responsables du Conseil national de la résistance iranienne en France et dans tous les pays du monde pour la ténacité, pour l'enthousiasme, pour la capacité d'organisation. Et pourtant, vous avez à la fois subi beaucoup de désinformation, vous avez subi aussi l'ignorance d'une bonne partie des médias dans un premier temps. Ça s'est beaucoup modifié depuis quelques années. Je trouve que depuis quelques années, les parlements d'abord vous ont tous accueillis dans le monde entier. Vous avez un soutien considérable d'énormément de parlementaires de toute sensibilité et de tout le pays. Et les médias maintenant tiennent compte de ce que vous faites. Vous observent, vous suivent. Dans tous les pays, notamment aux États-Unis, j'ai vu comment l'opinion américaine aussi avait basculé et maintenant vous considérez non pas comme un groupuscule, non pas comme un groupe sectaire, non pas comme des terroristes, mais comme des résistants. Mais il a fallu des années et des années pour changer cette image-là. Vous aviez été présenté tellement longtemps comme un petit groupuscule très minoritaire, très sectaire. Il a fallu beaucoup de temps pour que vous puissiez démontrer que ce n'était pas votre vrai visage et qu'au contraire, vous aviez des objectifs pacifiques, des objectifs d'une résistance légitime à un pouvoir dictatorial. به طور خاص در فرانسه فضای سیاسی چه تفاوتی کرده در این 9 سال؟ Alors, les gouvernements de droite successifs sous Jacques Chirac ou sous Nicolas Sarkozy ne vous ont pas épargné. Hein. D'abord 2003, c'était sous la présidence de Jacques Chirac, ça a continué sous la présidence de Nicolas Sarkozy. Moi j'ai fait avec d'autres, avec Dominique Lefebvre, avec Jean-Pierre Muller, avec beaucoup d'autres amis, nous avons fait aussi beaucoup de travail pour présenter aux responsables du Parti Socialiste votre vrai visage, qui n'était pas non plus acquis, car un certain nombre de responsables, y compris au sein du Parti Socialiste, n'avaient pas une bonne image de vous. Les choses se sont modifiées, et notamment François Hollande a été, je pense, un des premiers à être sensible aux arguments que nous avons pu présenter. C'est comme ça que nous avons pu avoir un contact qui s'est établi et qui a permis d'équilibrer les choses. Hein. Mais il a fallu faire beaucoup de travail de persuasion, d'explication, et j'observe que maintenant, beaucoup de parlementaires socialistes, mais aussi de l'UMP, centristes, communistes, écologistes, maintenant partagent vos objectifs. On le voit bien dans les rassemblements que vous faites, notamment chaque année au mois de juin à Villepinte. آقای بکی فکر می‌کنین امسال گرد همایی ویلپند چه شرایط متفاوتی با سالهای قبل داره، به خصوص که می‌دونین همزمان هست با انتخاباتی که رژیم ایران داره برگزار می‌کنه؟ Chaque année vous marquez des points, c'est encore beaucoup trop long, trop lent, on espérerait bien que ça aille plus vite que cela. L'élection présidentielle, j'ai pas grand-chose à en dire, ça ne ressemble pas du tout à une élection présidentielle. Pour un démocrate comme moi, ça ne ressemble à rien. Les candidats doivent être validés par le chef suprême. Tous ceux qui ne sont pas dans la logique du chef suprême sont écartés. Pour moi, ce n'est pas une vraie élection. C'est une compétition entre qui sera le plus fidèle au chef suprême, au guide suprême.
Voilà, donc c'est pour moi pas une vraie élection. Je comprends votre mot d'ordre d'inciter les Iraniens à ne pas participer à cette mascarade. C'est une mascarade. On n'est pas en démocratie. Il n'y a pas une vraie élection. C'est le choix de celui qui est le plus fidèle au guide suprême. Ce n'est pas une vraie élection où les Iraniens pourraient s'exprimer entre plusieurs conceptions et plusieurs visions de l'Iran moderne. Donc j'espère qu'il y aura un boycott de cette élection et en tout cas, il n'y a rien à attendre de cette élection dite présidentielle. Voilà. آقای بکی، یکی از اهداف این گرد همایی حفاظت از حقوق مجاهدان هست در اشرف و لیبرتی که میدونید مستمر رژیم انواع اقسام توطئه ها را علیه اونها به کار میگیره. اونها خیلی شما را از نزدیک باید گفت میشناسن، علیرغم که ممکنه ندیده باشن. پیامتون برای اونها چی هست؟ Mon message d'abord c'est de leur dire toute mon admiration devant leur combat et leur détermination. Ils ont construit Ashraf. Ils ont été déplacés à Liberty, qui n'a de liberté que le nom, mais malheureusement c'est une sorte de prison, qui n'assure pas leurs droits fondamentaux, qui les met même en danger, puisqu'il y a eu plusieurs attaques contre ce camp. Malheureusement, quelques-uns ont même perdu la vie dans ces opérations-là. Moi, ce que je veux leur dire, c'est de continuer à espérer et à rester comme ils le sont, c'est-à-dire des combattants pacifiques, naturellement, avec l'espoir de trouver un Iran libre, et leur dire que les autres Iraniens qui sont dans tous les pays du monde autour de la résistance, et puis les amis de la résistance, et notamment ceux qui soutiennent ici en France et dans tous les pays du monde, sont très vigilants, très actifs, et que nous ne ménageons aucun effort pour alerter toutes les instances mondiales, bien sûr, de l'ONU, tout ce qui compte dans le monde, pour leur dire qu'il faut protéger ces près de 3 ou 4 000 personnes qui sont à Liberty ou à Ashraf. Il faut d'abord protéger leur vie, il faut leur permettre de continuer à vivre et vivre librement, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui à Liberty. Et soit ils peuvent rejoindre d'autres pays du monde, soit on les met en sécurité. La sécurité, c'est la première. Nous sommes très admiratifs. Nous leur demandons vraiment de continuer à penser qu'ils sont bien soutenus dans le monde entier, qu'on ne les laissera jamais abandonner. On sera toujours à leur côté. Le rassemblement de Villepinte va le démontrer. Nous serons des milliers et des milliers pour montrer que nous sommes à leur côté. Donc, je dis à nos amis d'Ashraf, tenez bon, nous sommes là avec vous. Merci beaucoup, monsieur Becker, pour cette interview. Merci.